Il y a des voix qu'on reconnaît sans les voir, des voix qui captivent, qui inspirent, qui rassurent. Celle de David Fontanier fait justement partie de celle-là. Il a commencé à parler à 4 ans sur France Bleu et depuis, il n'a jamais vraiment arrêté. Journaliste, speaker, formateur, il a fait de sa voix un outil et de la prise de parole une mission. De l'énergie à RTL2, de la fan zone de Bordeaux au boxeur de hockey, David a vécu 1000 vies derrière un micro jusqu'au jour où il a décidé de passer de celui qui parle à celui qui apprend aux autres à se faire entendre. Bienvenue dans la grande interview de David Fontanier. Salut David. Salut Jean-Baptiste. Comment ça va? Bah ça va. Et alors quelle présentation. T'as déjà vu ça un peu, hein. T'as regardé, tu m'as permis de regarder dans le rétroviseur, ce qu'on fait pas souvent, de regarder derrière tout ce qu'on a fait. Oui, c'est important et on va avoir l'occasion effectivement de parler de tout ce que tu as fait. Moi déjà, j'ai une première question à te poser, c'est comment tu te sens? Comment ça va? Je suis j'ai le cœur qui bat un peu plus fort que d'habitude. Pourquoi parce que ça? je suis là devant toi et on est dans un super studio en plus. Ouais. Et donc je vais bien, j'ai un côté très euphorique et j'adore, je me sens comme un gamin, donc je vais très bien. Bon, David, t'as vu, j'ai quelque chose autour de moi, ça s'appelle David Fontanier, La Voix. C'est un livre qui est sorti quoi, cet été, c'est ça? Ouais, il est sorti cet été. Je suis très très fier d'avoir enfin posé tout ce que je voulais transmettre et apprendre dans un livre. C'est un beau bébé. Il m'appartient plus. Il appartient à ceux qui le lisent maintenant. Et je suis très très fier. Quand tu penses à ta voix, tu penses à quoi d'abord? C'est quoi? C'est un outil? C'est une arme? C'est ta personnalité? Une arme, je le mets de côté. C'est pas une arme. C'est devenu ma personnalité. Ouais. Et cette voix que j'ai là, que tu entends pas de la même manière que moi je l'entends, c'est un vrai outil, pour convaincre. Ça a été un outil pour séduire aussi. Bah bien sûr, d'accord, évidemment. okay. Bah et puis en plus au téléphone ça marche très bien. Allô, ouais, bien sûr. Tu Ici vois, la voix. ici la voix. Et donc c'est évidemment un outil Ouais. pour capter, pour captiver, pour transmettre d'un message. Je me pose rarement la question de ma voix. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pu la travailler grâce à mes années radio et j'ai pu la poser comme je la pose là. Elle était pas comme ça au début. Elle avait une voix de tête un peu plus jeune. Bonjour. Ouais. Quand on s'est rencontrés à Énergie à Angers, j'avais Ouais. une voix beaucoup plus aiguë, beaucoup plus jeune. C'est vrai qu'on démarre tout de suite souvent très dans les aigus. Et puis au fil du temps, on arrive à la poser. Hein. Bah oui, et puis on se rend compte que finalement la voix très aiguë manque d'accroche, manque d'impact, et presque hystérique. Ouais. Si tu parles à tes enfants en leur disant les enfants, voilà, vous rangez votre chambre et on passe à table, t'as aucun impact. Si tu leur dis Ouais. les enfants maintenant on range la chambre et on passe à table, tu vois qu'il y a une vraie différence. Ouais, c'est clair. Avant qu'on démarre, t'as vu, je t'ai confié 5 enveloppes qui sont devant toi. Alors, elles ne contiennent pas des questions, mais des images à l'intérieur. Oh. Le but du jeu, ce sera justement de décrire ce que tu vois, et ça va nous permettre de dérouler comme ça tout au long de cette heure passée ensemble cette interview. Ça te va bien? Le cœur vient de s'accélérer encore un peu. Bon, avant de découvrir la première enveloppe, aujourd'hui tu formes, je le disais en introduction, des dirigeants à prendre la parole. Et pourtant, c'est vrai cette histoire que quand tu étais gamin, tu avais du mal à t'adresser même à la boulangère du quartier? À la boulangère, à la caissière du McDo, c'est vrai que j'avais du mal à parler à un adulte. Ouais. C'était toujours un risque, un danger pour moi d'aller m'adresser à un adulte. Déjà de pas, on n'est pas sur un même niveau. J'avais vraiment cette difficulté là. Et après j'ai grandi aussi de manière assez timide. On m'a pas donné l'accès à la parole dans ma famille et on m'a demandé d'attendre que les adultes aient fini de parler avant de m'exprimer. Et ma mère me disait tu feras en sorte aussi que ça n'arrive pas. Et donc quand il s'agit d'aller t'exprimer devant un adulte, t'es timide. Ouais. Et tu sais pas trop si tu vas être compris. Donc ça c'était pour moi, je préférais ne pas demander plutôt que de me ridiculiser ou d'être de pas être entendu. Ouais. C'est rigolo, on avait les mêmes règles à la maison, tu vois. Ah ouais. Ouais, d'abord laisse-le parler et après on verra si tu peux parler. C'est dingue qu'on grandisse comme ça. Hein. Après, c'est très, alors peut-être c'est très français, peut-être que dans d'autres, ça dépend aussi des familles, Ouais. mais peut-être que dans d'autres pays, notamment dans les pays plus anglo-saxons, on laisse. Il y a un côté chaud. On ouvre vraiment la parole. Bah nous, on a un peu de mal à ça. C'est un peu codifié, c'est pas la même culture, effectivement. Tu es né à Lorient, dans une famille, on va dire, aimante. Tu dis que ta mère t'a souvent répété tout ce que tu touches peut se transformer en or. Ouais. Est-ce que cette phrase, elle fait encore écho aujourd'hui? Bah, elle me donne beaucoup de confiance dans tout ce que j'entreprends
j'entreprends et en fait quand j'avance et que j'ai cette phrase là qui me dit que tout ce que tu touches se transforme en or, et sa deuxième phrase c'est la vie est faite de ce que tu en fais. Quand tu avances avec ça, avec ce qu'on t'a donné, avec ce avec quoi on t'a nourri, bah t'as pas du tout d'appréhension du risque du lendemain. Et au fait, enfin au final c'est ça moi qui m'anime vraiment, c'est cette phrase là en effet, ouais, tout ce que tu touches se transforme en or. Et je m'en suis peut-être rendu compte, peut-être pas rendu compte non plus, mais j'y vais en fait, je touche. En tout cas, elle est toujours là, cette phrase. Ah ouais, elle est toujours là. Ah ouais, elle est. Et puis j'ai une mère qui est entrepreneur, donc qui m'a aussi donné cette vocation de se dire, bah en fait, tu peux créer, tu peux développer, et puis ça peut fonctionner si tu mets les bons ingrédients. Ouais, tout part de soi. Quand tu repenses à l'enfant que tu étais, finalement, c'était quoi? Quelqu'un de timide ou déjà il commençait à être un peu charmeur? Alors, il était timide en famille, timide avec les adultes. Il a commencé à se développer avec l'école et j'ai développé, tu parlais d'armes tout à l'heure, j'ai développé une arme tu vois, qui est l'humour et j'avais une mission, c'était celle d'amuser la galerie. Et donc, j'avais déjà ce besoin d'avoir un public. On parle de la prise de parole en public et moi, je me suis nourri aussi avec ça. C'est-à-dire que enfant, à l'école, en primaire, mais au collège et au lycée, j'ai eu ce besoin d'avoir un public. Et c'est pas un hasard si j'ai été délégué de ma classe sur toutes mes années. Jusqu'à la fin de mon BTS, j'étais le représentant de la classe parce que j'arrivais à fédérer, à faire adhérer autour de moi, tous mes camarades et toutes les copines, les copains. Mais amuser la galerie, c'était mon plus gros plaisir. J'étais aussi un bon élève. Ça veut dire que j'amusais la galerie, mais j'étais quand même dans les 2 premiers rangs pour être lèche-cul un peu aussi avec les profs parce que j'avais aussi besoin de bien travailler. Tant qu'à être référent, autant être aussi bien être un bon bosseur. Finalement, tu aurais pu réussir en politique? Je sais pas, ça m'aurait pas plu. Je crois que ça m'aurait pas plu. Amuser la galerie, oui. Après, faire des choses sérieuses en prenant au sérieux, non. Oh, mais il y en a qui amusent la galerie alors qu'ils veulent faire des choses sérieuses aussi. C'est autre chose. Tu prends la première enveloppe? Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Une image, tu m'as dit. Oui, une image, tu vas voir, tu vas l'ouvrir. Je vais te décrire ce que... Alors, qu'est-ce que tu y vois? Ah, je vois un micro. Je vois un micro posé sur une table. Ce micro un peu vintage, on va dire. Un peu vintage. Voilà, avec un dessin probablement réalisé par un gamin. Ok, super, très bien vu. Alors, ça te resitue où ça? Alors, on va dans les studios de France Bleu Brésil. On est à Lorient. T'as raison, c'est là où je suis né. Et il se passe ce jour-là, il y a un concours qui est organisé par le studio de France Bleu. C'est un concours qui permet aux futurs mariés qui ont été sélectionnés de gagner 150 francs à l'époque pour contribuer à leur cérémonie de mariage. Et puis là, il y a il y a 2 couples qui sont sélectionnés, dont un des couples, c'est mon oncle et ma tante qui vont se marier bientôt. Et le concours est lancé et l'animateur à la radio dit « Vous avez 1 heure pour faire venir une personne de votre famille dans nos studios. Les premiers arrivés sont ceux à qui on ouvrira le micro et si vous chantez, vous faites gagner au couple 150 francs. » Ma mère m'attrape, j'ai 4-5 ans à l'époque, elle m'attrape par le bras, elle prend sa guitare, elle me dit viens, on y va. On arrive dans les studios de France Bleu, force est de constater qu'on est les premiers. On nous envoie dans la cabine, dans le studio, un peu dans le studio comme on est là. Il branche les micros, je vois un énorme micro bleu posé sous ma bouche. Elle met un pied sur la chaise, elle joue de la guitare, elle joue la canne de Jeanne. Et moi, je chante la canne de Jeanne. Je serais incapable, me demande pas de chanter la canne de Jeanne. Ça commence comme ça. Et au final, on permet à mon oncle et à ma tante de gagner 150 francs. Et puis moi, je repars avec 2 vinyles, Sarah Perchetti Amo et puis un autre vinyle que je peux écouter dans mon manche-disque rouge. Voilà les images que j'ai de ce moment-là. C'est ma première radio. Je ne sais pas à ce moment que ça ne sera pas ma dernière. Évidemment. Mais par contre, tu t'en souviens très bien. Ça te procure quel type de sensation quand tu te remémores ce moment-là? J'ai pas eu peur. Ce jour-là, j'étais pas intimidé. Tu vois, c'est vrai que je te disais que j'étais intimidé quand il y avait des adultes. Là, j'étais en confiance. Il y avait ma mère et je me suis pas posé de questions de dire je chante pas. J'ai pas fait mon timide et je me suis senti bien. On a été entouré, accueilli et j'ai une bonne sensation. Et je repars avec un cadeau.
Tu vois, à la fin, le petit garçon qu'on emmène, qui comprend pas tout, repart avec un cadeau. Je dis, je reviens quand vous voulez pour avoir des cadeaux. Donc, c'était un super moment. Ouais. Et le micro, tu t'en souviens? Ouais, il était imposant. Il était imposant. Fallait juste que je chante dedans. Je me suis pas posé la question. Je me suis mis à chanter. Et c'est vrai il était balèze, il était gros et tout. Et, tu vois, à l'âge adulte, je me dis que c'est des micros qui peuvent impressionner, qui sont pas forcément plus gros, même des petits micros posés sur le rebord de son col. T'as raison. Mais il y a un côté très impressionnant. Et tu sais, je vais faire le parallèle avec ce que je transmets. Il y a un élément qui fait que un orateur est un orateur de qualité parce qu'il retrouve son âme d'enfant. Il se soucie pas de tout le sérieux qu'il peut y avoir autour. Et quand il s'amuse, quand il est spontané, c'est là où il devient authentique. Tu parles d'authenticité sur tes interviews. C'est là où il devient lui-même et il fait les choses sans se prendre au sérieux. Et c'est en ça qu'on reconnaît la qualité d'un bon orateur. Et ça se prépare et ça se travaille. Oui. On aura l'occasion évidemment d'y revenir tout à l'heure. On ouvre la deuxième enveloppe. Wow. Allez. Trop bien, je suis très content. J'ai l'impression d'être un jeu télévisé. Ah, le micro est un peu plus... Okay. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a un micro, on a un ticket de transport, la CTRL, et on a un bus aussi. Mon Dieu. Ça aussi, ça te replonge un petit peu dans tes années gamin? Ouais, complètement. C'est mon rêve de gosse. Là, je suis au collège et j'arrive, je démarre en 6e et parce que je commence au collège et que je deviens autonome, je mets pour la première fois le pied dans un autobus, dans un bus pour aller à l'école. Il y a 30 minutes pour y aller et je deviens fan. Je deviens absolument passionné, mais c'est une passion presque maladive du bus. Tous ceux qui m'ont rencontré, tous ceux qui m'ont côtoyé savent que ma grande passion, ce sont les bus. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, je me livre, JB. Et j'ai toujours rêvé d'être chauffeur de bus. C'est dingue ça. Je sais pas si c'est dingue. Quand on est gamin, on veut être pompier, on veut être médecin, on veut être astronaute, mais chauffeur de bus. Je crois que j'ai adoré conduire, même des petites voitures, et plus jeune encore, quand j'ai des cousins et des cousines, donc j'en ai beaucoup. Il y a des repas de famille où on allait dans le jardin et j'installais les chaises de jardin les unes derrière les autres et je mettais mes petits cousins, mes petites cousines dessus et moi j'étais devant en train de faire semblant de conduire un bus ou un train. Et j'ai adoré ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Et là, je rentre dans un bus. Écoute, on me demande qu'est-ce que t'aimes dans la conduite d'un bus. Je sais pas, on est haut sur la route, mais je suis jamais monté à bord. Enfin, j'ai jamais pris le volant d'un bus. Mais ce que j'aime, c'est ouvrir les portes avec des boutons. C'est basique, c'est très, c'est très naïf. Et puis des gros engins avec un accordéon. Voilà, c'est ça qui m'a fait kiffer. Tous mes stages du collège au lycée se sont passés à la CTRL, la compagnie de transport de la région lorientaise, parce que je voulais absolument faire ça, faire chauffeur de bus. J'ai un peu raté ma vie, mais j'y reviendrai. Je crois qu'au fond de moi, il y a une envie en disant, avant la retraite, fais-toi ce kiff-là. J'achèterai un bus et je conduirai mes petits-enfants. Où je serai un chauffeur et je serais content de faire ça. Et en ville, Je veux pas voyager, moi ça m'intéresse pas de voyager, de parler une autre langue. Faut ouvrir les portes. Madame, vous avez oublié d'oblitérer votre billet. Votre billet. Mon voisin était contrôleur de bus, c'était mon idole. Il était contrôleur de bus et quand je le voyais et tout, tu sais que j'ai fabriqué des faux tickets de bus et tout au Bristol. Enfin bon, c'était une histoire, mais j'étais dingue. Alors, ce qui est assez dingue d'ailleurs, c'est que tu as envie d'en faire ton métier ou en tout cas de t'en approcher. C'est comme ça que tu te lances dans des études BTS tourisme, c'est ça? C'est ça. Alors BTS transport, je voulais vraiment le faire. Et puis j'ai été déçu par le BTS transport parce qu'on parle beaucoup de camions et pas assez de bus. Donc on était sur de la douane, sur transport de camions. Ça m'a pas passionné. Mais je me suis dit avec ce BTS, je pourrais en faire quelque chose à condition de continuer mes études. De toute façon, ma mère m'a dit ton permis de bus, tu peux l'avoir qu'à 21 ans, il faut vraiment que tu continues. Et là, je fais une école de communication et donc je pars de la Bretagne jusqu'à Angers. Et là, je découvre la communication et notamment le journalisme radio. Et je me suis dit qu'avec la com et le BTS transport, je pourrais faire des guides, des lignes de bus, mais je pourrais être dans une société de transport et puis je pourrais conduire aussi à côté. Ouais. Et d'ailleurs, tu avais une place qui t'attendait à la Cotra, c'est ça? Qui était la société de l'époque qui s'occupait des bus dans la ville d'Angers, c'est ça? J'ai eu un dilemme dans ma vie. J'ai eu un vrai dilemme. Et j'ai eu le dilemme de choisir. Et j'avais le choix entre prendre c'est fou que tu te souviennes de ça. Prendre le virage du bus, du rêve de ma vie, d'avoir un CDI à la Cotra, la société de transport d'Angers,
et faire une carrière de journalisme radio, puisque dans cette école de communication, je découvre la radio, je découvre le journalisme radio, grâce à un professeur de l'époque qui s'appelle Jean-Baptiste Vénin. Je sais pas qui c'est. Et donc c'est toi qui es ce journaliste-là, ce prof. Et je viens te voir, je te dis prends-moi en stage, tu m'as pris en stage, on a fait 3 mois de stage. Et donc à la fin, j'ai ces 2 portes qui s'ouvrent. Et je choisis pas celle du rêve, je choisis celle d'une passion que je découvre avec toi, et je pars sur énergie grâce à ou à cause de toi, mais je pars dans cette direction. Mais encore l'opportunité. Alors oui, effectivement, je t'ai tendu la main pour que tu viennes en stage, mais après tu te l'es créé toi-même. Tu as enregistré une maquette, ça a plu aux dirigeants de l'époque. Ton premier poste, c'est quoi? C'est Charleville-Mézières, c'est ça? Après, alors ils m'ont fait faire un test dans les studios d'énergie à Paris. Je suis enfermé dans un tout petit studio tout sombre. Ils me mettent des journaux, ils me disent t'as 1 heure pour faire un flash pour enregistrer. Et je suis reçu après dans les bureaux d'Yann Carpier. Il y a Eric Lopez, il y a Patrick Sanchez qui sont là. Et derrière Yann Carpier, il y a une grande map de la France. Et il me dit David, on a un poste pour toi. Tu vas signer un CDI. Et il met son doigt sur Charleville-Mézières. C'est où ça? Et alors on est à la frontière belge, mais je pensais pas, tu vois, moi j'avais d'autres rêves que Charleville-Mézières, j'avais d'autres aspirations, je me dis mince, finalement le bus c'était bien. Et donc il m'envoie à Charleville-Mézières. Il y a 9 heures de train entre Lorient et Charleville. C'est je suis installé là-bas. Je me souviens des larmes de ma mère qui me laisse là-bas dans un petit appartement. Je suis tout seul avec mon baluchon. Elle me dit mais c'était sûr ça va aller et tout machin. Et elle part, elle fond en larmes. Elle me dit mais je pourrais jamais. Et j'ai compris pourquoi. Elles font en larmes parce que faut savoir que les habitants appellent leur ville Tchernobyl misère, tu vois. Donc déjà ça te donne le cadre. Et le département des Ardennes est le département français le plus quitté chaque année. Il y a 8000 départs. Et les gens s'en vont par dépit, dépression, suicide. Je salue les Carolo Massériens, c'est le nom des habitants de Charleville. Je ne regrette absolument pas. Je fais mes armes là, évidemment qu'on va me confier et que moi je me crée dans cette ville là aussi. Oui, c'est ton premier contrat à durée indéterminée. Bien sûr. Tu vas pouvoir grandir finalement quelque part dans la profession de journaliste. Et puis tu vas évoluer au sein du groupe, c'est ça? Tu vas partir dans d'autres villes. Et puis jusqu'au jour où toi tu as envie d'un petit peu d'ailleurs, envie d'aller vers le sud, c'est ça, dans le sud de la France? Je grandis, je passe beaucoup de temps à la radio, de 5h à 21h, je passe tout mon temps à la radio à Charleville. Je passe de Amiens à Rouen, je fais des remplacements sur l'antenne d'énergie nationale, ce qui est une réelle fierté aussi d'être entendu dans toute la France. Et ensuite, je descends sous la Loire, je vais chercher le soleil de Bordeaux, et j'arrive à Bordeaux en 2009. Donc, on n'est plus sur énergie. On n'est plus sur énergie. Là, je prends aussi un risque de casser le CDI qu'on m'a promis sur énergie pour partir sur un CDD, et je me lance dans cette aventure sur RTL2. Donc, à réveiller tous les matins les Bordelaises et les Bordelais en leur donnant l'info sport notamment, l'info hockey sur glace. Exactement. On va en parler dans quelques instants. Tiens, ouvre la prochaine enveloppe. Tu sais ce qu'il y a dans toutes les enveloppes? Ah ben oui. Tu fais toute l'histoire. Je fais toute l'histoire, moi. Ah, yes. Ah voilà, on arrive le micro du hockey sur glace. Le micro du hockey sur glace. Bon, tu nous décris un petit peu ce qui se passe là? On est sur RTL2 à Bordeaux. RTL2 est partenaire des Boxers de Bordeaux. C'est un petit club de hockey sur glace qui est en première division. C'est pas l'élite, hein. Il y a une division au-dessus et il y a 400 personnes dans la patinoire. Le club veut se professionnaliser. Et les managers du club, on est partenaires, ont rendez-vous avec nous dans le studio pour négocier le contrat de partenariat. Et puis le manager Stéphane Tartari s'adresse à moi et me dit on cherche un speaker, ce sera toi. Donc il me pose même pas la question, il me la pose. Et il faut savoir que le hockey sur glace, je le connais, je l'ai découvert à Amiens et à Rouen. C'est 2 villes par lesquelles je suis passé. J'ai aimé ce sport-là, un sport qui va très vite, où tu es sûr de voir des buts, où il y a du combat sur la glace. Et j'aime, au bon sens et mauvais sens du terme, mais j'aime ça. J'ai aimé ce sport-là. Donc j'ai connu les codes de ce sport. Et je prends le micro, je leur dis, écoute, banco, on y va. Je prends le micro et je me découvre une passion et qui va durer une 15aine d'années, qui dure encore aujourd'hui. Je suis le speaker du hockey sur glace à Bordeaux et j'adore ça. Alors, de passer du studio de radio comme ça à la glace devant, je sais pas, jusqu'à 3500 personnes. Exactement. Voilà, c'est quand même assez flippant comme changement, comme évolution. Ça va, t'as réussi à appréhender ça finalement? C'est vrai, t'as complètement raison. On me sort de mon studio. Ouais.
où t'es bien dans ton studio. Il y a le track et puis une routine fait que le track est plus contrôlé, plus dompté. Puis là, on me dit, tu vas parler à des gens en live Ouais. et plus avec un texte écrit. Et en patin à glace en plus. Alors non. Je ne sais toujours pas patiner. Je suis un très mauvais. Je sais même pas, je suis un très mauvais. C'est qu'il faut pas que j'aille sur la glace en patin. Donc j'ai des petits crampons pour tricher. mais tu as raison. On me tend un micro avec très peu de préparation. Les flashs qu'on lit à l'antenne quand on est dans un studio de radio pour faire des infos, tout est écrit et à nous d'interpréter, de donner l'interprétation du flash qu'on a écrit. Mais là, j'ai quelques lignes décrites et donc il faut que je fasse appel à ma spontanéité, à ma répartie aussi, que j'arrive à réagir sur des imprévus. C'est un travail qui est génial en fait. Et je me sens bien. Et pour m'aider, je copie des speakers que j'ai adorés. Okay. Notamment des speakers. Alors le speaker du stade de Lorient, le stade du Moustoir, que j'ai adoré voir. D'ailleurs, je crois que j'allais plus au match pour sentir le speaker, pour voir, pour l'ambiance, que pour les résultats en eux-mêmes, même si les résultats sont très bons pour le FC Lorient. Mais surtout en ce moment. Ah bah attends. Et j'ai trouvé ça génial de prendre les techniques des autres pour me les approprier. Et c'est aussi un outil que je donne moi dans les formations en prise de parole. Je leur dis si vous savez pas trop comment faire, regardez comment font les autres et allez chercher leurs outils. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour être speaker. Finalement, cette expérience de speaker, elle va t'ouvrir d'autres opportunités, animer d'autres événements jusqu'à, je dirais, le monter crescendo dans les événements et notamment 2016. Tu nous racontes ce qui se passe en 2016? Il y a un événement en lien avec le foot, je crois, mais je suis pas sûr. C'est l'Euro 2016 de foot. Faut savoir que dans les tribunes des matchs des boxeurs de Bordeaux, on a Hervé Faleyeux, qui est l'un des responsables qui développera la fan zone de l'Euro 2016 de foot. Et il me voit faire et il me dit, on voudrait bien que tu sois avec nous sur la fan zone des Quinconces et que tu sois le speaker de la fan zone. La place des Quinconces, c'est la plus grande place d'Europe. Ils ont installé un écran géant sur cette place-là pour diffuser tous les matchs de l'Euro 2016. La France va très loin, elle va jusqu'en finale. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir animé la demi-finale et la finale. Et on a, sur cette grande place, 55 000 personnes. C'est mon apogée. 55 000 personnes. 55 000 personnes. C'est dingue. Oui, alors je sais pas compter jusqu'à 55 000, mais c'est énorme. Ouais. Ce qui est fabuleux, c'est que ce soit dans des matchs de hockey sur glace, dans des fan zones comme ça énormes, on a un public qui vient pour prendre du plaisir. Ouais. Et donc c'est à toi aussi d'être le catalyseur, d'être l'étincelle qui fait que t'as envie de donner ce plaisir-là et de partager ce plaisir. Donc les gens aussi, faut le savoir, viennent pas pour toi. J'ai dû me rassurer aussi moi de ça, tu vois, de pas non plus ou prendre la grosse tête et mettre la pression. Rappelle-toi que les gens ils viennent pas pour toi, ils viennent passer un bon moment. Ouais. Mais force est de constater que tu es tu vas les accueillir comme chez toi. Voilà, ils viennent regarder la télé, toi tu les accueilles, tu les installes et puis on fait du bruit. L'idée c'est de faire un maximum de bruit, qu'on s'amuse. C'est comme dans les EHPAD quand il y a une animation autour du loto par exemple. ouais, alors toute proportion gardée. Je sais pas pourquoi cette analogie, mais ouais, on y va bien sûr. Mais oui, après tout, ça veut dire qu'on peut animer n'importe quoi. Oui, on peut animer n'importe quoi. Et c'est ça que je voulais dire. On ouvre la quatrième. Un jour, j'irai peut-être faire les lotos dans les EHPAD. Mais écoute, la voix formation. On a un pupitre avec un texte, avec un micro, et je suis formateur. David Fontanier, formateur. Alors, avant de parler de ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu t'aperçois que finalement les gens te sollicitent de plus en plus pour animer des événements et tu commences à avoir une belle expérience derrière toi finalement. Et à un moment, il y a peut-être un déclic où tu te dis tiens, mais si je pouvais en faire profiter à d'autres, c'est là que ça commence à mûrir. C'est vrai que j'ai été speaker sur des événements sportifs. Et puis, j'ai ressorti ma casquette de journaliste radio quand on est venu me chercher pour animer des débats, des tables rondes, animer même des séminaires, et des moments politiques aussi, des présentations politiques. Et j'ai fait venir à côté de moi, sur scène, des personnalités. Et quand je les fais venir sur scène, je me rends compte qu'elle manque d'assurance, d'aisance. Je me souviens d'un homme politique qui est là à côté de moi, que je citerai pas, et je vois son micro qui tremble, je vois qu'il a posé ses feuilles sur un pupitre, et il lit ses feuilles, et moi je vais avec le public à ce moment-là, je suis dans l'assistance, dans l'audience,
Et je regarde autour de moi, je me dis, il y a personne qui écoute. Ils sont tous en train de regarder leur montre. J'ai même vu une dame sur ma droite qui était en train de faire sa liste de courses. Et au même moment, on a l'homme politique qui est en train de parler. Et au même moment, sort des cuisines juste derrière nous, les plats avec les petits fours, parce que après c'est cocktail. Et à ce moment-là, il y a plus personne qui écoute, tout le monde regarde et décide qu'est-ce qu'il va manger après. Moi, je fais comme eux, je me dis tiens, qu'est-ce qu'on va manger après? Et personne n'est touché par cette personnalité politique qui annonce pourtant qui fait le bilan en plus de son année. Et je me dis que ça serait bien d'aider tous ceux qui n'ont pas appris à prendre la parole, qui n'ont pas forcément un bagage ou de radio ou qui savent pas forcément parler dans un micro, qui savent pas construire leur message ou rédiger leur message. Et qui ont encore du mal à gérer leur trac aussi. Et je me dis que pour les aider, est-ce que ça serait plutôt intéressant pour eux de profiter de mon expérience, de poser sa voix, de gérer le trac, de construire un message impactant, même d'avoir de la répartie et de savoir parler avec les mains. J'ai aussi appris à parler avec les mains, avec la posture. Et tout ça, je me suis rendu compte que ça s'apprenait. Je suis allé regarder déjà ce qui se faisait. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une possibilité de l'apprendre? Et j'ai vu que ça existait déjà. Et j'ai dit, OK, c'est cool. Ça veut dire que je peux le faire aussi. Bien sûr. Et donc, j'ai construit ça. J'ai construit un organisme de formation qui est spécialisé dans la prise de parole en public. C'est pas du théâtre, c'est vraiment de la scène professionnelle. J'ai jamais fait de théâtre, donc je serais pas capable d'apprendre le théâtre. Mais c'est tourné autour de mon expérience. Et puis je t'ai dit tout à l'heure que j'allais copier aussi ce que faisaient les grands orateurs. Ouais. Et donc je me suis beaucoup inspiré aussi des techniques d'Obama, des techniques de Steve Jobs ou de Martin Luther King. Je me suis dit tiens, je vais aussi mettre ça comme ingrédient dans ma formation. Et j'ai voulu bien le faire. Ouais. Alors je l'ai fait avec la France, avec la partie très formation professionnelle, et j'ai obtenu la certification Calliope, c'est ce que je voulais faire en premier. Et après, je suis rentré dans un parcours plus difficile, plus long aussi, pour obtenir la certification CPF, parce que je voulais lever tous les freins financiers pour permettre à tous de pouvoir accéder à cette formation. Exactement. Et de pouvoir investir avec son CPF dans une formation à la prise de parole. On va dire qu'entre-temps, tu as mis de côté la radio, parce que bon, tu as une famille aussi, et puis à un moment donné, papa, est-ce que tu pourrais être un peu plus avec nous? Exactement. C'est un peu ça l'histoire aussi. Compliqué de tout cumuler à la fois. En effet, je suis à la radio, je vais donner des cours dans des écoles aussi de communication et de journalisme, et c'est là aussi où j'entraîne ma formation. Je teste aussi beaucoup d'exercices auprès des étudiants. Ouais. Ah ouais, ça marche très bien. On a des classes de 40 et tout, et je teste les exercices de prise de parole auprès d'eux. J'ai testé des trucs qui marchaient pas, et c'est très bien. Et maintenant, je sais aussi ce qui fonctionne. Et puis à côté, le soir, je donne je suis soit sur des événements, soit sur des événements sportifs. Et donc je pars à 6h le matin, je rentre chez moi, il est 22h, et les enfants à la maison disent, alors j'ai 4 enfants à la maison, et ma femme qui me dit bon, ça serait bien que qu'on te voit un peu plus. T'es pas là le week-end, t'es pas là le soir, le matin tu pars très tôt. Et c'est là où je me lance aussi en disant j'arrête la radio. Ouais. Ça fait 15 ans que je fais de la radio. Je voudrais donner une autre dimension ou écrire une autre page de l'histoire de ma carrière. Et je quitte la radio et je lance justement cet organisme de formation. C'est un pari risqué aussi. C'est un pari risqué parce que tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale alors que jusqu'alors tu étais salarié, on va dire. Donc effectivement, c'est de la prise de risque, mais en même temps c'est de la prise de parole. C'est quelque chose que tu maîtrises. T'es là pour donner des tips, pour accompagner des dirigeants, des managers, des étudiants. Tu viens de le dire. Tes formations, elles sont aussi certifiées, c'est hyper important. 100% finançable par le CPF. Je le redis parce que c'est important aussi. Sur quoi elle repose directement, toi, ta méthode, la méthode David Fontanier pour la prise de parole? Ma méthode, elle repose vraiment sur mon expérience de journaliste, de speaker, de maître de cérémonie, et elle repose aussi sur les techniques des grands orateurs. Okay. Et elle s'installe sur 6 piliers, les 6 piliers de la prise de parole en public, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe d'abord dans la tête du public. C'est fondamental quand tu veux commencer à parler à un auditoire, la prise de parole en public. Sans public, elle ne sert à rien. Donc le public, savoir ce qui se passe dans sa tête, c'est le pilier numéro 1. C'est d'abord la première question qu'on doit se poser. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on gère son trac. Qu'est-ce qu'on fait de ce trac qui nous envoie plein de messages négatifs, qui nous envoie plein de signaux qui nous
tord le ventre, qui nous coince la gorge, qui nous fait trembler les mains, qui nous fait chevrotter la voix. Qu'est-ce qu'on fait de ce trac et comment on le gère? Et on peut vraiment le gérer. Et ceux qui n'ont pas le trac, moi je leur conseille de l'avoir. Parce que c'est un vrai moteur. Oui. Et puis d'ailleurs, on s'apercevra que celles et ceux qui acquièrent de l'expérience, finalement, on peut effectivement se retrouver dans des situations où on a moins le trac. Et quand il est plus là, c'est souvent là que ça risque de mal se passer. Ah, c'est clair. Ouais. L'un des piliers aussi de la prise de parole, c'est la construction du message. Comment est-ce qu'on construit un message qui a de l'impact? Aujourd'hui, on a même des émissions de télé qui laissent des jeunes startups pitcher et ça marche très bien. Et donc, comment est-ce qu'on construit un message? L'autre pilier, c'est le non-verbal. C'est comment est-ce que mon corps se met au service de ce message-là. C'est génial le non-verbal. Quand tu sais que ta posture, que tes mains vont être au service de ton message. Et je rappelle qu'on est vu avant d'être entendu. Clairement. Et donc, on sait tout de suite, le public, il sait tout de suite si ça va être cool ou si ça va pas être cool, si on va apprendre des choses. Et le regard, comment est-ce que tu fais pour regarder ton auditoire? Et là, il y a des astuces qui sont absolument géniales. Moi, je donne des techniques de regarder le front, par exemple, si vous êtes à plus de 2 mètres de votre interlocuteur, de regarder loin pour que votre voix porte loin. L'autre pilier, c'est la voix. Comment est-ce qu'on pose sa voix? Comment est-ce qu'on fait des silences? Comment est-ce qu'on met de l'intonation? Le silence, c'est important. Ouais. Je l'ai appris en radio. Et tu vois, les silences, moi, ce que je dis aussi souvent, je parlais de l'âme d'enfant. Quand on est un orateur, une grande qualité, c'est de retrouver son âme d'enfant. Et un bon orateur, en fait, c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait se taire. C'est bien, c'est à la portée de tout le monde, savoir écouter et savoir se taire. Ça, c'est un bon orateur. Et puis l'autre pilier, c'est la répartie. Une fois que j'ai présenté mon message, comment est-ce que je suis dans l'échange, dans la conversation avec mes interlocuteurs, avec mon public? Et une chose que je précise à chaque fois, il y a 2 mots qui sont importants pour moi et pour ce que je transmets. C'est d'abord la conversation. Une prise de parole, elle se fait avec votre public. C'est pas vous contre lui, c'est vous avec lui. On partage le même moment. Si vous êtes angoissé, il va être angoissé pour vous. Et si vous prenez du plaisir, il va prendre du plaisir à vous écouter. Le deuxième mot, c'est l'imperfection. Accepter aussi d'avoir des failles, des défauts, de pas être bon. On n'est pas des robots. De bafouiller. Mais bien sûr. Bien sûr, d'aller chercher nos mots parce qu'on sait pas trop, de se reprendre, de faire des phrases courtes, parfois sans verbe. Ça, c'est de l'imperfection et c'est ça qui travaille aussi ou qui permet d'être authentique et sincère. Mais oui, naturel. Exactement. C'est important. Donc, une méthode qui repose sur 6 piliers. Est-ce que tu peux nous donner, allez là, 2-3 tips, tiens, pour être impactant à l'oral dès ce soir, par exemple? Pour être impactant à l'oral dès ce soir. Ouais. Très bonne question. Merci de l'avoir posé. Merci. Tu vois, et en te disant ça, je suis en train de réfléchir à la réponse. Tu poses la question de ce soir, par exemple. Tiens, autour de la table. Si vous voulez être impactant, d'abord, ne cherchez surtout pas à placer plein de messages en un temps très court. Si vous voulez être impactant, pensez à dire une chose, un message, et à le répéter plusieurs fois sur le temps que vous avez imparti. Si vous voulez être impactant, faites des pauses. Faites des silences. Tentez de gommer les « e ». Tu sais pourquoi on fait des « e », Jean-Baptiste ? On fait des « e » dans une conversation parce que, pour pas que tu me coupes la parole, je vais placer des mots et des « e » qui vont te permettre de savoir que je garde, tu vois, le temps qu'on m'a donné. Imparti. En même temps, ça t'aide à réfléchir aussi sur ce que tu vas dire par les la « e », suite. Oui. Ouais, mais ils marquent trop d'hésitation. Ouais. Je te garantis que les silences, que les pauses ont plus de force qu'on va mettre vont me permettre aussi de réfléchir aux mots parfaits que j'ai envie de donner à ce moment-là précis. Et les silences vont d'abord capter, mais surtout rendre accro ceux à qui vous parlez. Donc, on a un premier tips, un seul message. Deuxième tips, placez des silences. Faites des pauses. Le troisième tips, le meilleur, c'est les mains en fait. Si tu veux avoir de l'impact, mise pas tout sur ton message. Laisse tes mains aussi parler pour toi. Alors, fais-leur confiance, j'ai envie de te dire, ça serait trop facile. Rappelle-toi que parler avec les mains, c'est naturel et fais attention aux autocontacts qui vont trahir ton malaise. Ah oui. Ça, c'est les autocontacts quand on se remet les cheveux derrière les oreilles ou quand on se serre les mains comme ça. J'en vois beaucoup qui parlent avec les mains jointes comme ça. Malheureusement, ça trahit leur malaise. Je peux te donner un conseil sur les mains, sur la gestuelle. C'est une position, la position refuge. C'est tu accoles tes doigts les uns contre les autres. C'est aussi la position, mes chers compatriotes. Mais voilà, ça c'est la position refuge. Tu peux démarrer comme ça une prise de parole et après tu laisses tes mains voyager. Tu as été très bon sur les silences.
Il y a eu 2-3 Et alors ça, c'est pas, c'est l'imperfection. Mais On voilà, laisse les E. évidemment, Moi, je laisse les E complètement. évidemment, faut y aller. Quand on évoque là ton parcours, on sent que bah il y a une espèce de fierté quand même de ce que tu as réussi à faire, à apporter. T'es conscient de ça? Enfin, t'es content de ce que tu as pu faire jusqu'à présent? Tu l'as dit en intro, je regarde pas souvent dans le rétro. Ouais. Et là, à ta table, là aujourd'hui, évidemment que je suis fier en fait. Je suis fier. Mes parents me disent aussi qu'ils sont fiers de moi. Je sais que dans mon évolution, je devrais, on va dire, me congratuler un peu plus. On se congratule jamais, on se félicite jamais. Ce serait bien aussi de se féliciter. Donc oui, j'éprouve de la fierté pour ça, mais je suis souvent tourné vers demain et j'essaye d'avoir un temps d'avance. Tu sais que c'est en radio qu'on a appris ça. On a appris en radio de prendre le premier train, d'être dans le premier wagon du premier train pour donner l'info aux auditeurs qui se lèvent. Et ben moi, ça m'a conditionné aussi à avoir toujours cette anticipation, ce temps d'avance sur ce qui suit pour pas être pris au dépourvu. Et donc ouais, je regarde souvent devant et pas assez derrière. Et merci de me proposer justement de regarder les rétroviseurs, de dire ah ouais, t'as quand même fait ça, c'est cool. Mais oui, c'est important de faire des escales de temps en temps, puisque tu dis d'aller en avant, de continuer à avancer. Important de faire des points d'étape et puis les petites célébrations aussi, elles sont aussi importantes. Si on devait parler d'un échec, t'en as connu? Ouais, j'en ai connu. J'en ai connu parce que, et c'est vrai, souvent, tu vois, on m'a dit, il y a pas longtemps, on m'a dit, la visibilité que tu as, notamment sur les réseaux, on se dit, mais comment tu fais pour avoir cette constance, cette fierté? On a l'impression que rien ne te touche. Évidemment, je présente, moi, ce qui réussit, ce dont je suis fier. Et ouais, j'ai un échec ou plutôt un gros coup dur qui m'est arrivé. C'était il y a 3 ans maintenant. J'ai failli faire couler la boîte. J'ai failli faire couler mon organisme de formation. J'ai recruté. J'avais beaucoup d'énergie, d'enthousiasme au lancement de mon entreprise. Et du coup, j'ai recruté 2 salariés en CDI, 2 alternants, un stagiaire. On s'est retrouvé à 6. Et donc, j'ai pris des locaux. Et en fait, j'ai vu le prêt de ma banque fondre en quelques mois. J'ai perdu 20 000 € en quelques mois. Et je travaillais comme speaker à côté pour mettre de l'argent dans mon organisme de formation. Le problème, c'est que je mettais pas d'argent dans ma famille et dans mon frigo. Et ma femme m'a dit, David, il faut qu'on prenne une vraie décision parce que là, on touche à nos épargnes et on touche à l'argent des enfants. Et c'est une vraie question. Et donc, soit on appuie sur le bouton rouge, soit on fait quelque chose, mais il faut vraiment prendre une décision. Donc, j'ai failli mettre un terme à mon organisme de formation. Et à ce moment-là, il y a des décisions qui sont prises dans ma boîte. On se réunit aussi avec mes salariés et ils comprennent aussi le danger du moment. Et ça se fait assez naturellement. Ils quittent aussi l'entreprise. Je redeviens tout seul. Je redeviens solo. Je mets 2 bonnes années à remettre à flot c'est dingue, en 3 mois, tu peux perdre 20 000 € et il te faut 2 ans pour retrouver derrière ça. Donc, je me suis fait très peur. C'est un gros coup dur qui m'a permis vraiment de rebondir et de me dire, ok, te crame pas, fais attention, c'est pas que, c'est pas que toi qui est en jeu. Il y a aussi ta famille, il y a aussi des personnes que tu engages avec toi. Et je crois que je suis parti trop haut, trop vite, et je crois que j'ai pas compris ce qui m'était arrivé, mais ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses en me disant ok, t'es entrepreneur, mais fais gaffe à ce que tu fais. Depuis, je ne salarie plus autour de moi et je fais confiance à des freelances. Je fais confiance à des indépendants qui sont déjà experts dans leur domaine et qui m'entourent. Ils sont 7 autour de moi aujourd'hui sur leur domaine très spécialisé. Et j'adore les avoir et ils travaillent entre une demi-journée et un jour par semaine pour la voie formation. Et c'est beaucoup plus souple aussi pour moi. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ou à constater en tout cas, c'est que il y a jamais d'échec dans la vie, il y a des apprentissages. Ouais, et finalement, qu'est-ce que tu as appris toi de cette histoire-là?
J'ai appris à être un peu plus terre à terre, à regarder un peu plus les chiffres aussi d'une entreprise. Je suis rêveur, fonceur, et souvent je ne calcule pas assez les risques. Donc la phrase dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est que t'as ramené de ma maman, qui me disait: tout ce que tu touches se transforme en or. Mmh. Et ça peut être un danger aussi de me dire: ok, fonce, vas-y, tu crains rien, Il peut rien m'arriver. il peut rien m'arriver, et vas-y. Et en fait, ça m'a appris aussi à me dire: ok, méfie-toi, prends tous les paramètres qui existent. Et je dois saluer ma femme, qui est fabuleuse dans ça aussi, parce que elle est cartésienne, elle a les chiffres sous les yeux. Et pour tout te dire, au moment de cet échec, ou en tout cas de ce point difficile que j'ai vécu, ma femme m'avait prévenu. Mais tu le sais bien, aussi bien que moi, qu'on écoute rarement nos femmes, et pas assez, justement, qu'on devrait un peu plus les écouter. Mais elle m'avait prévenu, en tout cas. Elles sont de bons conseils. Est-ce qu'il t'arrive encore parfois de te trouver pas très bon sur une prise de parole? C'est marrant tes questions. Un peu vache, on va dire, celle-là. Ouais, ça m'arrive d'être pas très bon. Mmh. Je pense à deux choses. D'abord, quand je prends le micro d'un événement que je connais, que ce soit un événement sportif ou pas, que je connais, dans lequel je suis installé dans une certaine routine, c'est mon pire danger. Mon pire danger, c'est que justement, je sois trop bien, trop installé dans une forme de confort, et que je sois pas assez vigilant. C'est là où je me gaufre. Je sais que c'est là où je peux me planter, parce que le track n'est plus là, et donc je dois aller chercher ce track, aller chercher cet enjeu que je n'ai plus par routine. Et donc c'est là où je manque de vigilance, et je suis à l'ouest. Mais ça m'arrive souvent. Ça m'est arrivé souvent au boxeur de Bordeaux, notamment au hockey sur glace. Et depuis, je suis hyper vigilant. Je me dis: ok, attention, fais gaffe quand tu ouvres le micro. Il y en a qui te connaissent pas. Il y a un public qui vient pour la première fois. J'essaye de faire palpiter ce cœur un peu plus. Et puis, je pense à une chose aussi. Tu me demandes si j'ai été mauvais. Moi, je voudrais plutôt te répondre à la question: est-ce que tu as le trac? Parce que beaucoup me demandent: toi, ça va, c'est facile, c'est ton métier, c'est le trac. Quand je vais pitcher dans des réseaux, parce que j'adore être dans des réseaux professionnels, et quand je vais pitcher dans ces réseaux, on me dit: ouais, c'était facile pour toi. Eh ben non, en fait, j'ai un trac de ouf. J'ai un trac de ouf parce que je me mets en danger, et parce que l'enjeu, c'est mon organisme de formation à travers ma propre personne. Ouais. Quand tu as un notaire, ou dans un réseau, tu peux avoir un peintre, un plaquiste, un mécanicien qui vient se présenter. Bah finalement, il met en avant son savoir-faire, mais s'il est pas bon à l'oral, c'est pas très grave. Il fait de la peinture ou de la mécanique, c'est pas très grave. Mais moi, si je suis mauvais à l'oral, en fait, si je suis pas bon, enfin c'est pas que si je suis pas bon, c'est que si j'impacte pas. Ça a des conséquences derrière. Ça peut. Et on va se dire: ouais, enfin, tu vois, je me mets la pression, et je pense aussi: ouais, bah, ok, non, mais on va pas lui faire confiance, parce que il parle d'impact, mais lui, voilà, et tout. Donc je me mets une pression énorme. Il faut savoir que quand je me rassieds, après que j'ai pris la parole, j'ai un mal de dos qui vient alors je te révèle ça, mais j'ai un mal de dos qui me prend, parce que mon trac a été tellement fort qu'il se relâche à la fin, et tout retombe. Et là, j'ai mon dos qui vient me rappeler à ça. Mais j'ai le cœur qui bat fort, et j'ai les mains qui tremblent si je les mets comme ça, au moment de pitcher, notamment. Bon, ça va, là, t'as pas mal au dos. Non, ça va. Tout se passe bien. Ouais, c'est bon. Cool. David, on t'a souvent entendu parler donc de voix, de paroles, d'impact. C'est un mot que tu utilises régulièrement. J'ai une question peut-être que on ne t'a pas forcément posée jusqu'à présent. Ta voix, qu'est-ce qu'elle ne dit pas de toi? Ah, tu vas chercher, là, tu cherches à gratter, là, hein, tu cherches à aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas de moi? Ouais, oui. Ma voix ne dit pas. Hein. Quand je prends la parole, j'ai une vraie protection, j'ai un vrai filtre. Je sais, au fond de moi, qu'il ne pourra rien m'arriver de mal, que je ne trébucherai pas. Et si je trébuche, j'ai les capacités en moi, par une pirouette, par une galipette, de m'en sortir. J'espère que je réponds à ta question, mais ce que ma voix ne dit pas de moi, c'est les doutes que je peux avoir, c'est la mauvaise foi que j'ai,
et j'ai une vraie mauvaise foi. Et en fait, tu vois, on reparle d'armes, mais moi, c'est ma protection. C'est une manière de ne pas me laisser déstabiliser. Et quand on est en prise de parole, il y a l'humain qui compte vraiment. C'est-à-dire que notre ego est ouvert. C'est-à-dire on se met à nu devant un public. Et moi, ce que j'ai appris tout seul, c'est à me blinder de ça, à m'en sortir coûte que coûte. Je m'en sortirai. Par une pirouette, par de l'humour, l'autodérision, ça marche très bien. Super bien. Ouais. C'est comme ça que j'amusais la galerie et le bon mot au bon moment. Je sais pas comment je fais. Là-haut, ça travaille énormément. Dans mon cerveau, ça travaille beaucoup. Il y a une gymnastique. Mon père adorait les jeux de mots, les calembours de Vos. Enfin voilà, je suis nourri par ça, par la mauvaise foi, par le jeu de mots. Et en fait, c'est ma protection. Ce que ma voix ne dit pas, c'est tous ces doutes que je camoufle par l'humour. Il remonte à quand le dernier épisode de vraiment mauvaise foi absolue? Ça devait être, c'était par texto ce matin à ma femme. Mais vraiment, je suis terrible. Je suis terrible. Alors je me soigne, Ouais. je me soigne, surtout avec ma femme parce que elle déteste ça par-dessus tout. Donc j'essaye de moins cacher des choses et de faire et d'être plus transparent. Et je me rends compte que ça marche bien. En plus, c'est ce que je transmets. Je leur dis en prise de parole aux dirigeants, je leur dis soyez transparents. Dites quand ça va pas et dites ce que vous ressentez aussi. C'est capital. Ça, c'est un outil qui est génial. Quand on te pose une question pour avoir de la répartie, avant de répondre, tu vois, c'est un exercice que je fais avec toi quand tu me poses des questions. Soit je pose un silence, soit je reformule la question, mais je vais chercher. Et il y a un outil qui est super, c'est de dire aussi ce qu'on ressent. Tu vois, je t'ai dit, tu vas gratter, là, dis donc, ça me provoque ça. Et ça fonctionne bien de dire aussi qu'est-ce qu'on ressent. Bien sûr, parce que ça te permet de te connecter encore à l'humain qui est en face de toi et qui est en train de t'écouter, quoi. Exactement. D'humain à humain. La bonne répartie, c'est pas une répartie rapide qui vient tout de suite. C'est pas question pour un champion. Non. C'est une répartie de qualité. C'est faire en sorte d'apporter la meilleure réponse possible. Ça, c'est une bonne répartie. Et c'est pas du descendant, c'est du partage. Exactement. Et ça, c'est hyper important aussi. Et on peut demander, tu vois, j'aurais pu te demander qu'est-ce que t'entends par ça, tu vois, j'aurais gagné du temps, c'est bien quoi sûr. Qu'est-ce que t'entends par la voix qui ne... Et toi, JB, tu vois, je t'aurais renvoyé le truc, mais j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup de considération pour toi, je vais pas te renvoyer le truc. C'est toi qui poses les questions. On ouvre l'ultime enveloppe. Allez. Ça sent la fin déjà. Bah oui, tu sais que le temps tourne. En même temps, j'ai plus rien à te raconter. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit une formation, regarde la voix formation, on y voit des participants et c'est cool, elle est belle cette photo. Elle est belle cette photo, pour moi ça illustre un petit peu le tournant que tu es en train de prendre actuellement, avec non plus un David Fontanier au centre de la voie de la formation, mais au contraire en regroupant d'autres compétences, d'autres personnes, d'autres formateurs, puisque l'idée de la voie formation à Bordeaux, c'est de s'émanciper et d'aller un petit peu partout et rayonner en France. Je vais te livrer ma mission. Ma mission profonde, c'est de permettre à tout le monde, d'avoir une aisance à l'oral, d'avoir plus d'assurance quand ils prennent la parole, d'avoir plus d'impact. Et quand je dis à tous, je veux rattraper l'oubli de l'école d'avoir manqué d'inscrire sur nos manuels scolaires de la prise de parole, de pas nous avoir transmis ça. L'école nous a fait faire des poésies, fait faire des oraux, mais avec nous a jamais... boule au ventre, là. L'horreur. Mais ouais. Et on trimballe aujourd'hui, à l'âge adulte, des traumas de l'école, en disant, alors aussi, on a appris. Non, on n'a pas appris. On t'a dit, fais-le et je te note. On t'a juste dit ça. Imagine, on te met demain au volant d'une voiture, on dit, vas-y, conduis, c'est le jour de ton permis. Mais non, on peut pas faire ça. Donc, j'ai envie de rattraper ça. Et ça, c'est ma mission profonde. Et mon ambition, c'est d'être en France un organisme de formation référent sur la prise de parole en public. Et évidemment, je veux pas le faire tout seul. Je peux pas être dans toutes les villes et puis j'ai pas envie d'être dans toutes les villes, surtout que on me connaît pas à Paris, on me connaît pas à Nantes, on me connaît bien à Bordeaux et donc à Bordeaux, j'ai réussi à le développer là sur les 7 années qui sont arrivées, j'ai réussi à être connu, être reconnu sur Bordeaux. Et puis pour faire ça, pour développer mon organisme de formation, je veux m'appuyer
sur des personnalités qui sont comme moi, qui ont ce bagage-là, m'appuyer sur des personnes alors qui sont dans mon réseau, que je connais parce qu'ils sont présentateurs, journalistes, speakers, maîtres de cérémonie, qui interviennent déjà dans des écoles et qui ont aussi cette envie de transmettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je développe une équipe, je construis une équipe pour pouvoir diffuser ma méthode sur les 6 piliers dont je t'ai parlé et le faire dans toute la France. Je vais y aller crescendo, c'est-à-dire que je vais d'abord le développer sur 3 villes en France, à Marseille, à Nantes et à Paris. C'est toi, Jean-Baptiste, qui sera là à Paris. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et la boucle se boucle parce que c'est toi qui m'as donné le micro. Moi, c'est moi qui vais te permettre aussi, et j'ai envie de le faire avec toi, cette possibilité de transmettre ça. Et encore une fois, je prends des personnes qui ont envie de transmettre. Il y en a qui pourraient se dire non, moi c'est bon, je travaille dans mon côté et ça me suffit et ça me va très bien. Je crois qu'il faut avoir cette envie-là. En tout cas, moi, je suis convaincu que de me poser et de confier ça à des personnes qui ont envie de transmettre leur technique, appuyée par la méthode, c'est ça qui va faire que un entrepreneur, un solopreneur, un dirigeant, un manager va réussir à gagner en confiance et en assurance. Et en plus, ça s'apprend très facilement et très vite, la prise de parole. C'est quelques détails. Donc aujourd'hui, voilà l'ambition d'être partout en France. J'ai pas de barrière, donc une fois que j'ai dit partout en France, j'espère en tout cas qu'on ira plus loin encore. Pourquoi pas au-delà des frontières de l'Hexagone, mais ça sera un autre chapitre. Ok, t'arrives à te projeter dans les 5, 10 ans 15 ans aujourd'hui, j'ai une projection à 15 ans. Je suis accompagné aussi pour ça. J'ai une vision stratégique avec une personne dans mon entreprise qui nous projette à 15 ans et qui met en place chacune des étapes. Donc oui, il y a une projection à 15 ans. David, pour les personnes qui nous ont écoutés tout au long de cet entretien, c'est quoi les démarches à faire si on est intéressé justement pour suivre une formation à la prise de parole? Pour suivre une formation à la prise de parole, vous avez d'abord le site internet lavoixformation.com. Vous allez découvrir la formation prise de parole en public. La première démarche aussi, c'est d'abord d'en prendre conscience, de se dire ok, je prends la parole, il y a des enjeux. Est-ce que je pourrais, alors je le fais déjà, mais est-ce que je pourrais pas le faire mieux? C'est ce que je dis à beaucoup, c'est vous le faites bien, peut-être que vous pouvez le faire mieux. Et dans nos formations, on a aussi des personnes qui viennent conforter leur manière de faire. Et puis, si vous êtes terrorisé à l'idée de prendre la parole en public, c'est clairement les portes grandes ouvertes que la Voix Formation vous accueille, parce que c'est aussi fait pour vous. On va tout déconstruire, on va parler de l'école, du track, et on va parler du public, et vous allez voir, vous allez faire des pas de géant sur vos prises de parole. Donc, la première démarche, c'est d'abord d'en prendre conscience. Le site internet, lavoixformation.com. Et puis, votre compte CPF, vous pouvez aussi aller voir sur votre compte CPF, vous allez trouver la Voix Formation sur votre compte CPF. Et pour ceux qui sont dans une entreprise, vous pouvez demander aussi à votre manager, lors de votre entretien annuel, de dire, peut-être que voilà, j'aimerais bien faire une formation en prise de parole. Elles sont aussi financées par vos entreprises. Donc et puis suivez-moi aussi, suivez-moi sur LinkedIn, vous allez voir plein de tips. Suivez Jean-Baptiste aussi sur LinkedIn, vous J'en aurez donne plein de tips. quelques-uns aussi. Ouais, sur la prise de parole évidemment. Ouais. Et ça se après découpe en 5 rendez-vous différents, c'est ça, avec des demi-journées en présentiel et en distanciel aussi. Notre formation, elle est découpée en effet sur 6 demi-journées. On a 2 demi-journées en visio d'abord, où il n'y a pas besoin de se déplacer puisqu'on construit notre message, on regarde ce qui se passe dans la tête du public et puis des techniques pour le track. Et ensuite, on se retrouve en présentiel, évidemment, pour la mise en situation. On base toute notre transmission sur les exercices, sur la pratique, sur des exercices qui sont filmés, qui sont on n'aime pas, ça, on n'aime pas. Et on déteste encore plus quand on se revoit. Mais on fait un pas énorme quand on voit tous nos défauts, et parce qu'on regarde que nos défauts généralement. Et donc là, c'est 4 demi-journées en présentiel, et on réserve ça. En fait, ces journées se passent avec 5 participants dans des grandes salles de réunion. On loue souvent des grands espaces, des amphithéâtres, parfois même des théâtres entiers, mais qui sont réservés aux 5 apprenants de la formation. Qu'est-ce que tu m'as pas dit aujourd'hui, David ? Qu'est-ce que je t'ai pas dit aujourd'hui ? Bonne question. Je t'ai pas dit que je me remettais au sport. En tout cas, que je continue à faire du sport. Ça fait partie aussi de des routines à mettre en place. Ouais, des routines à mettre en place, et que je prends plus de temps aussi pour moi. Ah oui.
Je prends du temps pour moi et pour les enfants aussi. J'ai banalisé par exemple le mercredi, donc ne cherche pas à me joindre le mercredi. C'est consacré aux activités des enfants. Et ça, c'est des réflexes que j'ai pris aussi en me disant, on peut tout faire, on peut tout faire. On peut créer une boîte, développer une boîte, lui promettre une ambition, j'allais dire glorieuse, et en même temps élever des enfants, prendre du temps de qualité avec ces enfants. Ils sont petits encore, hein, ils ont entre 5 et 14 ans, donc c'est ce à quoi moi je m'applique aujourd'hui aussi. C'est la transmission, mais la transmission aussi et l'éducation de mes petits. Un grand merci à toi, David. Merci JB, dis donc, c'était top. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était vraiment top. T'as passé un chouette moment? C'est la première fois que je livre autant, j'ai même pas pensé qu'on était filmé, et c'est la première fois que je livre autant de secrets de moi. Donc ceux qui vont nous regarder vont me connaître davantage, et la transparence, je sais que la transparence c'est une vertu qui impacte. Merci JB pour ton invitation. Merci pour ta générosité, merci également pour tes valeurs, merci pour tout David. Merci également de nous avoir suivis et on se retrouve très rapidement pour une prochaine grande interview. Ciao, salut, merci David. Ciao.